Voilà, il est 19h01 en Israël, à Jérusalem et à Tel Aviv, et 18h à Paris. Le colonel Rafovitch est bien en ligne avec nous. יסמין, אתם שומעים אותי? כן, כן, אבי, שומעים אותך. ואוליביה מחובר? אוליביה, כן, אני אתקשר אליו רגע. מחובר. Alors bonsoir à tous, merci d'être si nombreux avec nous ce soir. Nous allons marquer ce soir quasiment un mois de cette guerre maudite qui a commencé par une journée maudite qui n'a pas encore dit son nom. Je pense que la fin de la guerre, enfin, pourra nous permettre de déterminer le vrai profil de cette guerre. Je voudrais d'abord, évidemment, vous remercier d'être aussi nombreux à nos rendez-vous. Nous avons déjà un autre rendez-vous de dimanche pour analyser avec vous la situation de l'antisémitisme en France, le jour de la grande manifestation républicaine. Je vous remercie aussi les associés, les partenaires de cette soirée, l'Organisation sioniste mondiale, le Keren Hayesod, le Bonds, qui est une société, une institution israélienne très importante, et le département des activités en diaspora de l'OSM. Alors, je me présente, je m'appelle Avidana. Comme mon ami Olivier Rapovitch, nous sommes venus en Israël il y a quelques décennies et nous avons servi comme soldats seuls en Israël. On appelle ça les Chayalim Bodedim. Vous allez malheureusement en entendre beaucoup parler parce que plusieurs des Français qui ont décidé de venir seuls en Israël et de combattre en Israël comme de grands sionistes, il y a un mois tout juste, j'étais à l'enterrement de Binyamin Loeb, un jeune Chabad combattant dans l'unité des parachutistes. Et aujourd'hui, un autre Binyamin, un autre Français, nouvel immigrant de France, à 22 heures sera enterré au cimetière du Mont Herzl. Lui, il était combattant dans l'unité du génie militaire qui font un travail énorme pendant cette guerre. Une unité, j'allais dire, qu'on va découvrir. Je suis moi-même issu de cette unité. Infirmier combattant dans l'unité du génie militaire et donc je connais très bien cette unité. Voilà, c'était à travers ces deux simples exemples que je voulais un petit peu rendre hommage à ces centaines et ces centaines de soldats et à plus de 1200 civils qui sont partis. Dans un mois, on a encore du mal à comprendre la gravité de cet événement. Mais aujourd'hui, nous sommes tous entièrement, j'allais dire, concentrés sur le développement militaire. On commence un tout petit peu à voir un bout de lumière au fond du tunnel. Et c'est pour ça que nous avons fait venir en direct, comme vous le voyez à travers ce qui est écrit derrière, en direct du centre général du porte-parole de l'armée, qui est, j'allais dire, le poumon vivant qui nous permet à nous, citoyens, tous les jours, d'être un peu au courant de sources sûres, de sources vérifiées. Ne nous fions pas aux fake news, aux médias malheureusement falsifiés à travers l'Europe et à travers la France en particulier, d'avoir des vraies nouvelles d'Israël. Et je remercie encore le colonel Olivier Rafovitch, que vous voyez régulièrement sur tous les médias, de pouvoir nous apporter un update, une mise à jour le plus proche possible de la réalité. On ne pourra pas tout dire, mais enfin, j'espère avoir un petit peu plus d'optimisme. Quand nous nous sommes parlé la première fois il y a un mois, la situation était autre et aujourd'hui, je crois qu'on peut avoir un tout début de compréhension un peu plus de la situation. Voilà, donc on est en live. Vous connaissez les règles du jeu. Je vois que vous êtes déjà très actifs sur le chat. Pour nous envoyer vos questions, on va d'abord avoir un petit panorama de la situation. Merci encore, Olivier. Erev Tov, merci beaucoup Avi, merci Yasmine, merci à Jonathan, merci à tous ceux qui sont là des différentes organisations sionistes juives en France pour cette rencontre sur la situation en Israël dans cette guerre contre le Hamas qui maintenant a débuté le 7 octobre 2023 et nous sommes à un mois et quelques jours après le début de cette guerre qui a commencé, je rappelle, par un massacre, le pire massacre que l'État d'Israël ait connu dans son histoire, 1400, au moins 1400 morts, dont 354 soldats et soldates qui ont payé le prix ultime en tant que
Chayalim et Chayalot de Tzva Hagana Israël. Nous avons également 239 kidnappés, dont parmi eux Ariel Bibas, qui a 10 mois, qui est aux mains du Hamas. C'est le plus jeune, plus petit des kidnappés. C'est horrible même de mentionner qu'il y a un bébé de 10 mois dans la bande de Gaza aux mains du Hamas, mais c'est la vérité. Et cette situation aujourd'hui nous fait que l'armée israélienne a mobilisé donc près de 400 000 soldats en un temps record. Et nous sommes maintenant depuis une dizaine de jours dans une opération terrestre qui est la plus importante depuis des années, depuis même, je dirais, la première guerre du Liban au niveau des forces en présence. Et nous avons aujourd'hui des forces extrêmement importantes dans la bande de Gaza, dans ce qu'on appelle le Timroun, c'est-à-dire les manœuvres terrestres où des blindés, des forces d'infanterie, des forces spéciales opèrent contre le Hamas selon des plans et selon des ordres extrêmement précis, sans qu'il y ait, il faut le dire, de compréhension de l'ennemi de ce que nous faisons là-bas. Donc je ne pourrais pas maintenant rentrer dans les détails stratégiques ni tactiques de l'opération de Tzal dans la bande de Gaza. Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée de l'air, l'armée de terre, les blindés, l'infanterie, le génie, la logistique, le renseignement évidemment, la marine opèrent aujourd'hui jour et nuit de manière extrêmement intense contre le Hamas et le Djihad islamique dans la bande de Gaza. Alors, je voudrais commencer par quelques éléments. D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui s'est passé hier, avant-hier? Aujourd'hui, nous avons avancé pour la première fois dans le QG principal, ce qu'on appelle presque la Kyria du Hamas dans la ville de Gaza. C'est un petit peu le quartier général du Hamas. Les combats ont été extrêmement féroces et violents. Au moins 50 terroristes ont été éliminés par le Nahal, par les forces d'infanterie israéliennes. Le Nahal, une unité d'infanterie d'élite. Vous connaissez les Yivati, vous connaissez les Tsamtranim, les parachutistes, vous connaissez les Golani, également les Nahal. Et ces forces ont participé à des combats très violents, encore une fois. Une cinquantaine de terroristes ont été éliminés, beaucoup d'armes, de munitions ont été trouvées, des missiles, des centaines de munitions, des obus de mortier, des missiles de toutes sortes. Je ne sais pas si peut-être Lisa va pouvoir me donner peut-être quelque chose. On n'a pas d'image précisément là, à montrer devant la caméra. Alors nous parlons, d'accord. Peut-être un film que peut-être tout à l'heure on pourra présenter. En tout cas, nous sommes actuellement dans le QG de Gaza du Hamas, mais nous ne sommes pas encore dans le QG souterrain sous l'hôpital de Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, qui est en fait un hôpital qui, sous ses structures hospitalières véritables, se cache une structure souterrain à 30 voire 40 mètres de profondeur qui ont été creusées depuis des années par le Hamas, qui ont entreposé des armes, des munitions. Il y a des très grand nombre de terroristes et de chefs du Hamas, et ils se cachent à l'intérieur. La lutte, si vous voulez, ou les combats contre les souterrains est une lutte beaucoup plus complexe, beaucoup plus, je dirais, sophistiquée. Et par rapport à cela, sans donner trop de détails, je peux vous dire que l'armée israélienne, qui est maintenant passée à la phase terrestre, va s'occuper également de ces souterrains. Alors, un instant. Excusez-moi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que au niveau des souterrains, juste une petite parenthèse. Il y a dans la bande de Gaza, écoutez-moi bien, 500 miles de souterrains, ce qui veut dire à peu près l'équivalent de 800 kilomètres de souterrains, tunnels, creusés de manière sophistiquée dans la bande de Gaza. C'est pratiquement 3 fois le réseau métropolitain du métro à Paris. Ces souterrains ont été creusés par le Hamas pour préparer la guerre à Israël. Ça paraît complètement fou le chiffre que je vous donne, mais c'est le chiffre que nous connaissons. Et il est clair que ça demande du côté israélien d'énormes moyens, mais surtout beaucoup de sophistication et je dirais d'éléments anti-souterrains et anti-tunnels pour pouvoir traiter le sujet sans que nous
devions mettre en danger de manière ouverte nos forces. Je vous rappelle que un des problèmes centraux dans cette lutte pour éliminer le Hamas, qui est le but ici de cette opération, de cette guerre contre le Hamas, est évidemment de faire le plus possible pour épargner les vies de nos soldats et de nos soldats dans la bande de Gaza. Je voudrais également vous dire qu'il y a des femmes qui sont dans la bande de Gaza aujourd'hui avec les forces de Tsahal. Au sein des forces de Tsahal, il y a des médecins, il y a des paramédics, des infirmiers ou des spéciales. Je voudrais vraiment saluer, avec votre permission, le travail exceptionnel de nos soldats, mais surtout de nos soldates dans une zone de combat, une zone de guerre extrêmement sensible. Ce n'est pas la première fois que nous avons des femmes soldats et femmes officiers en temps de guerre, mais là, on en parle un petit peu plus et je voudrais vraiment saluer leur courage et leur force. Également, d'ailleurs, signaler que auprès de moi, une équipe formidable de soldats et d'officiers de Tsahal. À côté de moi, il y a Einav, que je voudrais vous présenter, qui va vous dire bonjour. Hi, bonjour. Il y a Lisa, je vois que Lisa aussi se présente. Venez Lisa. C'est important que vous voyez aussi qu'il y a des visages à côté de moi. Je ne suis pas tout seul dans cette unité. Bonjour. Lisa s'occupe de tout ce qui est digital avec Théo, qui n'est pas à côté de moi. Enav s'occupe des relations extérieures. Nous avons également Shai, qui n'est pas très loin. Et ici, des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes. Beaucoup d'entre elles sont des réservistes qui ont quitté leurs études ou qui n'ont pas encore commencé l'année universitaire, qui ont rejoint les rangs, parfois dans des unités spéciales, parfois dans des unités de renseignement, là dans la communication. Et je voudrais vous dire que la communication de guerre, dans laquelle évidemment vous voyez que j'agis depuis déjà des années, c'est pas nouveau, Avi et moi nous sommes depuis longtemps on va dire des anciens, des vieux rouages de l'appareil de l'État d'Israël dans différents domaines, fait que je suis toujours impressionné et toujours ému du fait que les Israéliens et Israéliennes en temps de guerre, en temps d'urgence, rejoignent les rangs de Tsahal sans aucun problème, sans aucune question. On met l'uniforme, on n'a pas les chaussures, alors on met les baskets. On n'a pas le fusil, on va attendre de recevoir l'arme, on y va. On ne sait pas si on va pouvoir exactement dormir, alors il faut dormir, on n'a pas le sac de couchage, c'est pas grave. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Israël. Cette guerre fait également que nous sommes vraiment, véritablement, et je pèse mes mots, beyachad, tous ensemble, pour combattre les assassins, les salopards, je voudrais dire les salopards, les pires éléments qu'on peut penser sur cette terre, et on les combat, et on va gagner cette guerre. Ça va prendre du temps, parce que le Hamas s'est préparé à cette guerre. Il faut savoir que le Hamas, c'est entre 30 et 40 000 terroristes, extrêmement armés, extrêmement déterminés de leur côté aussi. Ils sont pleins de l'idéologie de haine, à la fois du salafisme, c'est l'expression des frères musulmans chez les Palestiniens. Eux, ce qu'ils veulent, je vais vous le dire, et puis vous pouvez aussi utiliser cet élément quand on vous demande mais qu'est-ce que veut le Hamas? Mais le Hamas, il veut la destruction pure et simple de l'État d'Israël, de l'État juif. Il veut massacrer tous les juifs et remplacer l'État d'Israël, l'État juif, par un califat islamiste palestinien peut-être, en tout cas un califat islamiste, de la même manière que l'État islamique voulait à l'époque créer un État islamique sur tout le territoire de la Syrie, de l'Irak et évidemment dans tout le Moyen-Orient et faire la guerre aux infidèles. Évidemment, c'est les termes qu'eux utilisent. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à couper des têtes, ils sont prêts à décapiter les enfants, ils sont prêts à brûler les villages, ils sont prêts à brûler, à tuer leurs propres frères s'ils ne pensent pas comme eux. Parce qu'il faut savoir que le premier danger de ces groupes salafistes, ce sont les Arabes eux-mêmes au Moyen-Orient, ce sont les Palestiniens eux-mêmes dans la bande de Gaza. Et là, je voudrais vous parler des Palestiniens dans la bande de Gaza. Une des critiques les plus acerbes qui nous sont, versées dans cette guerre, c'est que après le choc du 7 octobre, après le massacre commis chez nous, eh bien, la presse internationale semble un peu oublier les victimes, les décapitations, les villages brûlés, incendiés, les familles décimées, et parler tout d'un coup des victimes palestiniennes comme si c'était nous qui tout d'un coup nous étions réveillés un matin pour faire la guerre aux Palestiniens. Là, je vais vous dire des choses qui sont très claires, très précises. D'abord, Israël n'est pas en guerre avec les Palestiniens. On n'est pas en guerre avec les Arabes
du Moyen-Orient, on est en guerre avec le Hamas, avec le djihad islamique, avec tous les groupes salafistes, tous les groupes extrémistes qui font la guerre à Israël et qui font la guerre à l'Occident. Ce sont les mêmes qui ont tué des Français au Bataclan, ce sont les mêmes qui ont jeté des avions dans le World Trade Center en septembre 2001, ce sont les mêmes qui ont brûlé un pilote jordanien dans une cage. Vous vous souvenez de ces images horribles d'un pilote jordanien, un pilote de chasse, brûlé vif dans une cage par l'État islamique. Ce sont les mêmes qui ont décapité des journalistes, des Occidentaux, habillés en orange, avec des chansons, avec des chants islamistes. On a affaire à ce même danger. Et ça, pour nous, Israël, c'est l'ennemi. Et cet ennemi-là, on est en train de se battre contre lui pour l'éliminer. En parallèle de cela, malgré les critiques, malgré la propagande, malgré tout ce qu'on pourra écrire et dire, est-ce que l'image est là toujours? Oui. Est-ce qu'on me voit? Je ne sais pas si... Ah, pas sûr. On te voit. Très bien. Nous faisons tout pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux, c'est-à-dire des victimes civiles. Depuis le départ, nous avons fait plus de 5 millions de SMS à la population de Gaza Nord pour qu'elle s'évacue vers le sud. Nous avons envoyé des millions de tracts par des avions pour justement que les Palestiniens de Gaza Nord aillent vers le sud. D'ailleurs, dernièrement, vous avez peut-être vu les images à la télévision. Il y a on pourrait appeler ça des fenêtres humanitaires où durant quelques heures, hier c'était entre 13h et 16h par exemple, 50 000 Palestiniens, femmes et enfants, avec des drapeaux blancs, quittent la région nord pour aller vers le sud, pour éviter d'être sous les combats, escortés par l'armée israélienne. Et dernièrement d'ailleurs, le Hamas avait tiré des obus de mortier, avait tiré à mitrailleuse pour éliminer des Palestiniens, pour pas qu'ils partent, parce que le Hamas utilise la propre population palestinienne comme bouclier humain. D'ailleurs, dans les éléments que l'armée israélienne aujourd'hui découvre durant les combats, après les combats, ce sont des rampes de lancement dans des écoles, dans le centre de scouts chez les Palestiniens, dans un ancien Luna Park désaffecté, dans une piscine, dans des mosquées où on trouve des armes, des munitions. Enfin, une véritable catastrophe au sens où le Hamas, comme d'ailleurs les groupes djihadistes, utilisent des structures civiles, des structures même onusiennes, comme bouclier humain, et en sachant très bien qu'Israël ne veut pas, n'a pas du tout l'intention de toucher ces choses-là. Malheureusement, quand le Hamas, comme c'était le cas la semaine dernière, il y a quelques jours, utilise des ambulances pour transporter ces operatives, ces terroristes, eh bien l'ambulance, après que nous soyons sûrs que l'ambulance transporte des terroristes, devient, par la force des choses, un objectif légitime. Si d'une école où il n'y a pas évidemment d'élèves, il n'y a pas de classe, c'est le cas aujourd'hui, des tirs de missiles sont tirés de l'école ou des missiles sont entreposés dans l'école, eh bien l'école n'est plus une école, ça devient une cible légitime. C'est à ça que nous faisons face. C'est d'ailleurs de vous à moi à quoi a fait face à l'époque l'armée française ou l'armée américaine lorsqu'elle se battait en Afghanistan ou en Irak contre l'État islamique, contre les talibans, ou la France lorsqu'elle se battait au Mali et dans d'autres régions de l'Afrique subsaharienne. Je vous ai parlé des tunnels, je vous ai parlé des couloirs humanitaires. Alors où nous parlons, la guerre est loin d'être terminée. Alors je sais qu'en France, aujourd'hui, s'est tenu un colloque international dans lequel la France et d'autres pays européens demandent un cessez-le-feu. Et là, je vais être très clair et très précis, non officiel. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que le Hamas, entre autres, le djihad islamique, détiennent 239 kidnappés, 239 otages, dont 33 enfants, dont un certain nombre de citoyens français qui sont aux mains du Hamas, sans qu'il y ait aucune nouvelle, ni de la part du CICR, de la Croix-Rouge, ni de la part des ONG humanitaires, ni de personne. Et tant que cette situation dramatique, horrible, continuera à être, eh bien, Israël continuera à se battre contre le Hamas, continuera à éliminer les gens du Hamas et ne bougera pas du tout pour qu'il y ait un cessez-le-feu. D'ailleurs, de vous à moi, c'est quoi un cessez-le-feu aujourd'hui? Je vous rappelle que le Hamas a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre.
une guerre dans laquelle il y a eu donc le pire des massacres. J'ai vu moi-même, comme d'autres, dans le film de 45 minutes, dans lequel on nous montre les atrocités commises par le Hamas, qui ont été filmées en majorité par le Hamas. Ce que je peux vous dire en tant que petit-fils de déporté qui a perdu la majorité de sa famille dans les camps de la mort et arrêté par la RAF, durant la RAF du Veldiv, par le régime de Vichy, ce que j'ai entendu de mon grand-père qui est lui revenu des camps de Auschwitz-Birkenau, qui lui a participé, malheureusement malgré lui, à être dans les zones d'air commando, à sortir les corps des fours crématoires. J'ai vu de mes yeux ce que mon grand-père me racontait. J'ai vu la haine, j'ai vu la mort, j'ai vu la pire chose que l'humanité peut créer, peut produire. Et c'est ça que nous combattons aujourd'hui. C'est ça que nous avons aujourd'hui à détruire, et pas seulement pour Israël, pas seulement pour l'État d'Israël et pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité. J'ai vu des hommes qui jubilaient en coupant la tête d'hommes. J'ai vu des hommes qui ont tué le père de 2 enfants et ensuite se sont servis d'une bouteille de Coca-Cola dans le frigidaire de la même maison dans laquelle ils avaient tué le père et avaient blessé un des 2 enfants qui était devenu aveugle à cause de l'explosion d'une grenade. J'ai vu des têtes décapitées, moi-même, de mes yeux vus, à la morgue, où sont entassés les corps des victimes du massacre. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Et ce que nous avons vu et tous vu, nous, Israéliens, nous ne l'oublierons jamais. Cela ne veut pas dire que nous sommes aujourd'hui dans la vengeance. Nous sommes aujourd'hui dans une action obligatoire, avec l'éthique de Tzahal, avec l'éthique du judaïsme, avec l'obligation que ce qui s'est passé le 7 octobre ne doit pas se reproduire, et que ce qui s'est passé durant la Shoah ne peut plus jamais se reproduire. Le peuple juif est debout, l'État d'Israël est debout, la société israélienne est debout, Tzva Hagana l'Israël est debout, plus fort que jamais, et les pilotes qui bombardent les objectifs du Hamas savent exactement pourquoi les bombes sont lâchées et les missiles sont lâchés quand ils tombent sur le QG du Hamas. Les parachutistes ou les Golani ou les Givati ou les Nahal, lorsqu'ils sont avec leurs armes et leurs casques dans la bande de Gaza, savent exactement ce qu'ils doivent faire. Toute une société aujourd'hui est debout. Toute une société est debout en sachant exactement ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Et cette guerre s'arrêtera lorsque le Hamas sera éliminé. Cette guerre s'arrêtera lorsque le Hamas sera éliminé et ne sera plus une menace pour Israël. Au niveau de la frontière nord, je dois également en parler. Nous avons également une menace au nord, comme vous savez, avec le Hezbollah et d'autres groupes reliés à des groupes palestiniens comme le Hamas, qui se trouve également au sud du Liban, qui est soutenu logistiquement par le Hezbollah. Il y a ce qu'on appelle en hébreu lechima, avalo milchama. Il y a des combats le long de la frontière, comme aujourd'hui, où des lance-roquettes anti-chars tirent des missiles contre nos positions militaires le long de la frontière, mais il y a comme une espèce de situation, je dirais, d'escalade mesurée, d'escalade rampante. Comment? Rampante, j'allais dire. Si vous voulez, rampante, c'est peut-être le terme, effectivement. Mais Israël est prêt à toutes les éventualités. Il y a des centaines de milliers de soldats de ça le long de la frontière, prêts à tout développement. Et comme vous savez, il y a également des alliés d'Israël dans la région. Les Américains sont présents avec 2 porte-avions géants, dont le plus grand porte-avions du monde, le Gerald Ford, avec 2 flottes qui font à peu près l'équivalent d'une 50aine de navires de guerre. Il y a également un sous-marin nucléaire américain qui est rentré dans la région il y a quelques jours, parce qu'il y a également des menaces provenant de l'Iran et des proxies, c'est-à-dire des alliés de l'Iran. D'ailleurs, aujourd'hui, un Kadbam, un drone suicide, aurait touché, on n'a pas encore exactement tous les détails, la ville d'Elat. Heureusement, il n'y a pas de victimes. Il vient du Yémen. Mais nous devons être extrêmement, je dirais, déterminés à éviter les développements militaires et sécuritaires.
tout en ayant le focus d'abord et avant tout sur la destruction totale euh, euh, du Hamas dans la bande de Gaza. Je vais encore une fois vous dire euh, merci. Merci à vous d'être avec Israël dans ces moments extrêmement importants. Quelque part, je dois vous dire que j'ai le sentiment, l'intime sentiment, l'intime émotion que je pense que Avi partagera avec moi cette émotion, que nous vivons des moments qui sont à l'échelle de l'histoire du peuple juif. Nous vivons des moments historiques, des moments où l'État d'Israël, le peuple juif, est debout pour sa défense, pour sa protection, parce que nous sommes devant un, un défi existentiel. Ça veut dire que si nous perdons cette guerre, ce que nous ne pouvons pas perdre, eh bien, les ennemis d'Israël pourront voir cela comme une faille et penseront qu'il est possible d'aller au-delà. Donc, cette guerre va être gagnée, mais pas elle va être gagnée. Nous allons détruire le Hamas. Et ce qu'ils ont fait le 7 octobre, ils vont véritablement le payer très cher. Et après cette guerre, lorsqu'elle sera terminée, nous, en Israël, nous penserons nos blessures, nous réfléchirons à tout ce qui s'est passé. Nous devrons faire ce qu'on appelle un Bedek Bait, une vérification, une introspection à tous les niveaux, du plus haut niveau jusqu'au niveau militaire et sécuritaire, parce qu'il y a eu une faille. Et je voudrais terminer cette deuxième réunion avec vous en me levant. Et levons-nous tous pour une minute de silence pour ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre et pour penser que nous sommes tous un et tous réunis ensemble. Am Israël Chai. Olivier, merci beaucoup pour cette deuxième rencontre. Je sais que ce ne sera pas la dernière parce que, comme tu l'as si bien dit, on a commencé le travail. On fait un travail non seulement pour l'État d'Israël, pour le peuple juif, pour le monde occidental, pour l'humanité peut-être. Et c'est vraiment, moi en tant que prof d'histoire, et comme tu l'as dit, je vois ça vraiment comme une nouvelle page importante dans l'histoire d'Israël. Donc voilà, je n'attarderai pas parce que dans quelques minutes, on va avoir les nouvelles informations par le grand Mefaked, le Dover Sal Artsi. Et je pense que les gens vont se pencher sur les informations en France. C'était important de toucher du doigt, je vais dire au premier degré, en direct du bureau du porte-parole de l'armée, par son intermédiaire, un petit peu ce sentiment d'Israël qui est encore blessé, mais qui s'est relevé, qui se bat de toutes ses forces et qui sait surtout pourquoi il se bat. Et je crois que ça c'est très, très, très fort dans tous les reportages que nous entendons d'Israël. Nous voyons ces jeunes qui, comme toi, pour certains ont vu, pour d'autres ont entendu, pour d'autres ont ressenti ces horreurs indescriptibles dont tu nous as donné ne serait-ce que quelques phrases et qui, je crois, nous ont fait un grand froid dans le dos à chacun d'entre nous. Alors, il y a énormément de remarques. Je ne reviendrai pas sur toutes les félicitations et les demandes et les bénédictions que chacun d'entre vous, je crois que c'est très important que nous communions tous ensemble en ce moment très difficile. Ce que je poserais peut-être en guise de conclusion, parce qu'il y a des questions sur l'Arabie Saoudite, sur plein de choses sur lesquelles il faudrait énormément de développement. Mais comme tu es quand même un spécialiste de la communication. S'il y a deux ou trois questions avec ton accord, Avi, on peut y répondre si tu penses que c'est judicieux. Bien sûr. Alors, il y a une question importante qui est stratégique parce que pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'analystes voient dans le fait du rapprochement éminent qui était entre l'Occident, l'Arabie Saoudite et Israël, qui était probablement une cassure importante pour le monde de ces extrémistes et qui ont vu que le Hamas aurait réagi, oui, à ce moment clé où on allait probablement avancer d'une étape supplémentaire sur cette étape de réconciliation peut-être avec une partie des Arabes modérés.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui où se positionnent nos nouveaux alliés, amis dans le monde sunnite, j'allais dire, tels que l'Arabie saoudite par rapport à ce conflit? C'est une très bonne question qui est importante. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai dit une phrase tout à l'heure, peut-être que je l'ai dit rapidement, je vais répéter. L'État d'Israël n'est pas en guerre avec le Moyen-Orient, avec le monde arabe, nous sommes en guerre avec le Hamas aujourd'hui, le Hezbollah, il nous menace encore, et tous ceux qui veulent nous détruire. Mais il y a des pays avec qui nous avons des relations, et ces pays-là aussi craignent l'islamisme intégriste le plus violent, eux aussi craignent l'Iran, puisque l'Iran est derrière ces pays-là, ces groupes-là. Donc aujourd'hui, les pays comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, même s'ils ne peuvent pas prendre, bien entendu, trop de positions, évidemment, nous sentons qu'ils sont inquiets par rapport à la menace iranienne, par rapport aux menaces de déstabilisation de l'Iran via des groupes comme le Hamas pour nous, ou le Hezbollah ou d'autres groupes. Et donc, je peux vous dire que quand cette guerre-là sera terminée, quand nous aurons éliminé le Hamas, eh bien, cela fera aussi beaucoup de bien aux pays arabes sunnites modérés qui comprennent que leur intérêt, c'est d'avoir des relations avec l'État d'Israël, qui est véritablement ici une locomotive dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans le domaine des relations avec les États-Unis, entre autres. Et je ne pense pas que cette guerre-là va altérer encore que ce soit les relations qui existent avec les pays arabes et les autres qui étaient en train de se finaliser. Une question importante qui évidemment tracasse tout le monde, même si je pense que tu n'as pas de réponse, mais le peu que tu puisses dire, parce qu'on en parle un petit peu ces 40 dernières heures, et c'est fondamental en dehors du fait qu'il y a des Français, évidemment. J'ai moi-même participé à une marche hier importante. Il y a des activités quasiment tous les jours, matin, midi et soir en Israël. Que peut-on dire sur les otages, sur la stratégie par rapport aux otages, si on peut dire quelque chose sur la situation, sur l'optique d'Israël? Je crois que tu l'as dit là aussi en une phrase, mais c'est important. Tu as dit qu'évidemment qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu jusqu'à la fin, jusqu'à la libération des otages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la position d'Israël sur cette question très, très, très épineuse? Les otages qui se trouvent à Gaza sont pour nous en Israël un drame. Un drame qui touche tous les Israéliens. Et le gouvernement israélien et l'armée israélienne font tout, je dis bien tout ce qui est en leur pouvoir pour que les otages, je dis bien tous les otages de tous les pays, reviennent sains et saufs à la maison. Le dossier extrêmement sensible des otages est un dossier qui est devenu aujourd'hui un dossier international, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont des otages également, pas seulement les Français, également d'autres États comme les Américains. Et dans ce cadre-là, sans entrer dans aucun détail, parce que je ne peux pas y rentrer comme vous pouvez le comprendre, il y a véritablement des choses qui se disent, des choses qui se font. Et au-delà d'une opération dont je peux parler spéciale, dans laquelle une femme, une jeune soldate a été récupérée par les forces de Tsahal dans une opération, je dirais, incroyable. Le dossier otage reste aujourd'hui une priorité, la priorité. Et nous sommes de tout cœur d'abord tous avec les familles des otages, des kidnappés. Parfois, ce sont également des familles qui ont été évacuées puisqu'elles ont dû partir de la zone de Hotef-Aza, autour de la bande de Gaza, comme par exemple, beaucoup se trouvent à Shfaim, de Kfar Aza. Et juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu un événement qui peut-être n'a pas été retranscrit en France, mais je vais en parler. Ça s'est passé à 15 heures à Tel Aviv. C'était un lâcher de cerfs-volants. Les cerfs-volants ont été lâchés aujourd'hui à 15 heures pour tous les kidnappés, pour tous les otages. En général, ils étaient lancés chaque année de Kfar Aza par la famille Kurz. La famille Kurz, le père, la mère et les 3 enfants ont été décimés, ont été assassinés. Et aujourd'hui, les évacués de Kfar Aza ont voulu, en l'honneur de la famille qui a été massacrée, continuer cette tradition de lancer de cerfs-volants. Cette fois-ci, non pas pour parler de coexistence avec Gaza, mais pour parler de tous les otages, de tous les kidnappés qui sont dans nos cœurs. Et je peux vous dire, vous certifier à vie, toi en premier, que rien ne se fera avec le Hamas. Je dis bien rien. Évidemment, pas de cessez-le-feu tant que tous les otages ne seront pas revenus à la maison
sains et saufs. Amen. Merci. Dernière question pour conclure et pour ne pas prendre trop de ton temps. En vue de notre Zoom de dimanche qui va parler un petit peu de l'antisémitisme et de ce nouvel élément qui préoccupait énormément la communauté française et les médias françaises depuis quelques jours, avec cette marche qui va être avec la tête du Premier ministre, dont peu de gens savent, ou du moins je rappelle que c'est elle-même une fille de rescapé de la Shoah, Madame Bornstein, votre Premier ministre, Madame Elisabeth Borne. Est-ce que tu peux nous dire, ou en quelques phrases ou quelques éléments de langage, nous sommes ce soir là plus de 350 personnes à t'écouter, est-ce qu'il faut réagir? Comment il faut réagir verbalement sur les réseaux? Est-ce que c'est un combat qui est perdu au niveau du tout un chacun et c'est ça entre les mains des professionnels? Quand on se fait agresser verbalement ou quand on lit des choses qui nous paraissent au-delà de l'entendement, je vois énormément de remarques de nos auditeurs aujourd'hui et je sens une certaine difficulté là-dessus ou bien il faut laisser ça aujourd'hui après la guerre. Ce que je peux vous dire, mes amis, c'est qu'en Israël, nous regardons avec énormément d'attention et de vigilance tout ce qui se passe dans le monde, et particulièrement au sein des communautés juives lorsqu'elles font face à l'antisémitisme. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe, parce que le peuple juif en diaspora, c'est Israël. Et ce qui s'est passé il y a 80 ans, 90 ans, ne se passera plus jamais. Là où je veux en venir, et ce n'est pas simplement des mots. Un Israël fort et puissant, c'est un judaïsme fort et puissant à l'extérieur. Aujourd'hui, la guerre que nous menons ici fait des remous. Mais ce que je peux vous dire, et ce n'est pas simplement des mots, et certains d'entre vous nous connaissent personnellement et à vie, on a travaillé ensemble, toi et moi, pendant des années, sachez qu'il faut être extrêmement fort et fier, ne pas baisser la tête. S'il y a des problématiques, évidemment, en parler, ne pas baisser la tête, ne pas avoir peur. Parce que la force, le courage, la détermination, c'est une arme gigantesque contre les antisémites et les juifs du ghetto, c'est terminé. Le juif qui baisse la tête, c'est terminé. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc soyez forts, soyez fiers d'être juifs, plus que jamais. Moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais été aussi fier d'être juif dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais été aussi fier d'être israélien. Et je remercie la Kadosh Baruch Hu d'être né juif. Et faites comme moi. Ben, je crois que sur une phrase aussi forte et aussi puissante qui nous va directement au cœur, Olivier, et tu sais de quoi tu parles, et tu es au cœur de cette histoire d'Israël moderne de 2023, dont j'espère nous verrons les perspectives de sécurité le plus rapidement possible, avec une conclusion le mieux pour le peuple Voilà. juif. Et je voudrais encore une fois vous présenter, je vais quitter l'écran, vous présenter 3 visages de la génération nouvelle, les jeunes. Regardez-les, c'est eux, Israël, aujourd'hui et demain, et c'est eux qui font Israël demain. Donc je quitte l'écran, restez encore quelques secondes. Chers amis, ici, nous sommes forts et merci pour votre soutien. Et cette guerre, on la gagnera. Amen. Merci, Erev Tov, Shabbat Shalom. Merci Shabbat de votre Shalom. participation. Merci à Yasmine, Toda Rabba Lachem Banot, Shelachem Shirut Kal, Vemoil. Hatzlacha lekulam, hatzlacha lechayel tzva Hagana l'Israël. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci à vous tous. Shabbat Shalom de Jérusalem et de Tel Aviv. Et on se retrouve dimanche. Merci Yasmine pour ce travail extraordinaire. Et j'espère vous retrouver dimanche pour cette grande présentation sur l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui en France avec le docteur David Shapira, grand spécialiste en la matière, qui va nous mettre un petit peu les choses au clair à la lumière des derniers événements que nous vivons aussi en France en parallèle. Voilà, au revoir et merci à tous.